حاضر اختلف. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire Saker Saker forme un pourvoi en cassation dans l'affaire Samaha. Il a été présenté devant la cour de cassation militaire. Une délégation du courant aouniste en tournée auprès des leaders chrétiens. Objectif, présenter l'initiative du général Aoun pour mettre un terme à la vacance à la présidence de la République. Vous le voyez, les frappes aériennes au Yémen ont repris après une trêve humanitaire de 5 jours. À Riyad, les discussions se poursuivent pour trouver une issue à la crise. Réunion à Bruxelles sur le naufrage des migrants. L'UE lance une opération contre les passeurs de réfugiés en Méditerranée, un mois après un naufrage qui a fait 800 morts. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, a formé ce lundi un pourvoi en cassation dans l'affaire Samaha. Le pourvoi a été présenté devant la cour de cassation militaire. Le juge a notamment demandé que la décision prise en première instance soit considérée comme nulle et que l'ancien ministre soit à nouveau jugé. Michel Samaha a été condamné à 4 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de préparer des attentats au Liban en 2012. Comme l'année judiciaire est de 9 mois et qu'il avait été arrêté en août 2012, eh bien Samaha devrait être libéré à la fin de l'année. Ce verdict a suscité un tollé dans plusieurs milieux politiques libanais qui estiment donc ce verdict trop clément. Je vous l'annonçais en titre, le patriarche maronite Pshaharahi a reçu ce lundi à Pkerki une délégation du courant patriotique libre de Michel Aoun. Pkerki a salué toute initiative visant donc à faciliter l'élection d'un président de la République. Le député Ibrahim Kanaan évoque une réunion constructive lors de laquelle il a présenté au patriarche le plan d'action de son camp pour mettre un terme à la vacance à la présidence de la République, une vacance qui dure depuis bientôt 1 an. La délégation du CPL s'est ensuite rendue à Marab, le fief des forces libanaises, pour un entretien avec son chef Samir Jarjah. Là aussi, il a été question de l'initiative du général Aoun et les FL seraient ouverts à toutes les propositions, selon les mots du député Kanaan. Après Marab, la délégation du CPL s'est rendue au siège central des Kataeb à Saïfi pour y rencontrer notamment son chef, donc Amin Gemayel, l'ancien président. Ali Akbar Velayati, conseiller en politique étrangère du guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, s'est entretenu ce lundi à Beyrouth avec le président du Parlement, Nabi Berri. Nous sommes fiers de ce qu'a accompli la résistance aux côtés de l'armée syrienne dans le Kalamoun, a affirmé donc le conseiller iranien à l'issue de la rencontre. Velayati a par ailleurs critiqué la réunion à Riyad sur la situation au Yémen, estimant qu'une telle réunion aurait dû se tenir dans un pays qui n'était pas engagé dans la crise. Le conseiller iranien a également été reçu par le chef du gouvernement, Tamam Salam. Et justement, en évoquant la situation au Yémen, les frappes aériennes ont repris dans le pays après une trêve humanitaire de 5 jours. Des raids ont visé des positions houtistes à Aden, au sud. Il n'y a pas de bilan humain pour l'heure, mais les forces de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont détruit au moins 5 véhicules de rebelles chiites. La coalition dit épargner l'aéroport de Sanaa, les ports d'Aden et de Hodeïda pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire, mais elle récuse l'appel de l'ONU à un nouveau cessez-le-feu soutenu par les États-Unis. En exil à Riyad, le président Hadi a affirmé lors d'une conférence sur la crise dans son pays qu'il voulait un dialogue sans exclure aucune partie. 1600 personnes ont été tuées depuis fin mars, date du début de la campagne de raids aériens lancés contre les insurgés houthis. L'État islamique recule à Palmyre en Syrie. Les combattants djihadistes ont été repoussés par les forces syriennes à la périphérie de la ville antique, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Depuis mercredi, au moins 315 personnes ont été tuées dans les hostilités selon des sources médicales et militaires. Ashren Verdian nous en dit plus.
Sur ces images de la télévision d'État, les forces du régime près de la cité antique de Palmyre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elles auraient chassé les combattants de l'organisation de l'État islamique des quartiers nord de la ville ce dimanche. 4 chefs djihadistes auraient été tués. Selon le gouverneur de la province de Homs, dont Palmyre fait partie, l'armée syrienne a aussi repris des collines, des barrages ainsi que la tour de la radio et de la télévision. Mais les djihadistes restent à 1 kilomètre du site archéologique situé dans le sud-ouest de la ville moderne. Des ruines vieilles de 2000 ans, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'organisation craint que les djihadistes ne lui fassent subir le même sort que les cités de Nimroud et d'Atra en Irak, démolies à coups de marteau et à l'aide d'explosifs en mars dernier. Palmyre est une localité stratégique pour les djihadistes. Si elle est conquise, elle permettrait à l'organisation de l'État islamique d'étendre son influence au-delà de l'est et du nord de la Syrie, où elle est déjà implantée. En Irak, justement, les djihadistes affirment avoir pris le contrôle total de Ramadi en infligeant un lourd revers aux forces pro-gouvernementales irakiennes. Le Premier ministre irakien Ali Abadi a ordonné à ses troupes de résister. Cette escalade de la violence a provoqué un réel exode des populations sur place. Les explications d'Inès Olagaray. L'armée irakienne en déroute. Ces véhicules blindés quittent Ramadi dans la précipitation. L'organisation de l'État islamique a pris le contrôle de la ville. Ces images amateurs montrent des policiers en civil qui fuiraient par dizaines. Images peu glorieuses pour les forces de sécurité. Un scénario similaire à celui de Mossoul il y a 1 an. Militaires et policiers avaient fui la ville juste avant l'arrivée des djihadistes. Cette nouvelle déroute a provoqué la colère du Premier ministre irakien Al-Abadi. Il appelle ses troupes à tenir leur position avant l'arrivée de renforts paramilitaires, chiites pour la plupart. Le Premier ministre a ordonné à notre milice de prendre part au combat et de libérer la province d'Al-Anbar avant qu'elle ne tombe aux mains des djihadistes. Si Dieu le veut, nous obtiendrons la victoire très bientôt et nous n'accepterons jamais la défaite. La province d'Al-Anbar, une zone stratégique située aux portes de Bagdad, au carrefour entre l'Irak, la Syrie et l'Arabie Saoudite. Première victime de ces combats, les civils. En 2 jours, plusieurs milliers ont fui la ville et plus de 100 000 depuis le mois d'avril selon l'ONU. Le chaos, la violence et la terreur se répandent dans les rues. Des obus et des bombes atterrissent au hasard sur les maisons. Plusieurs familles auraient été tuées et des femmes ont été aperçues en train de courir dans les rues. Mais leur fuite est stoppée net aux pompes Zibez, dernier rempart avant Bagdad qui surplombe le fleuve Euphrate. Les forces de sécurité irakiennes interdisent pour l'instant le passage officiellement pour des raisons de sécurité. Et John Kerry, le secrétaire d'État américain en voyage à Séoul, s'est dit ce matin confiant dans la reconquête de Ramadi. On l'écoute. À Anbar, il n'y a pas encore de présence suffisante des forces de sécurité irakiennes pour combattre l'organisation de l'État islamique. Je souligne, pas encore pour l'instant une présence suffisante. Alors dans ces endroits, comme à Ramadi ou ailleurs, les combattants de l'organisation de l'État islamique ont les moyens d'engendrer de gros dommages. Le secrétaire d'État américain s'est exprimé à l'issue d'un entretien avec son homologue sud-coréen Yoon Byung-si. Il se désole de l'attitude de la Corée du Nord qui n'est absolument pas prête à discuter de son programme nucléaire et au contraire joue la provocation. Kerry a évoqué la nécessité d'augmenter la pression sur la dictature socialiste par de nouvelles sanctions. Le chef de la diplomatie américaine s'est également entretenu avec la présidente Park Geun-hye. Il a réaffirmé à cette occasion l'alliance militaire entre les 2 pays. 30 000 soldats américains sont déployés en permanence en Corée du Sud. Et restez des nôtres, au retour de la pause, fusillade meurtrière au Texas. 9 personnes ont été tuées. Retour sur le plateau de l'info, réunion d'Union européenne sur le naufrage des migrants. Les pays de l'UE veulent mettre sur pied une opération contre les passeurs de réfugiés en Méditerranée. 1 mois après un naufrage qui a fait 800 morts. Objectif, démanteler les réseaux de trafiquants qui font embarquer les migrants sur des bateaux de fortune depuis la Libye et vers l'Europe. On écoute la chef de la diplomatie européenne.
Notre principal objectif sera de prendre des décisions pour établir les opérations de l'UE en mer, pour démanteler les réseaux criminels de passeurs en mer Méditerranée. J'espère que nous prendrons ces décisions aujourd'hui pour que nous puissions avancer dans notre planning et essayer de lancer ces opérations dans les semaines à venir. L'Asie du Sud-Est également confrontée à l'afflux de migrants. Plusieurs centaines de personnes en perdition ont été secourues ce week-end au large de l'Indonésie. Reportage. Des dizaines d'Indonésiens attendent de pouvoir entrer. Plantés devant les portes du refuge pour migrants de Langsa, ils sont venus en voiture ou en moto pour apporter de la nourriture et des vêtements aux migrants. Ici, avec des vestes bleu ciel, un groupe d'étudiantes s'est porté volontaire pour distribuer des produits d'hygiène et faire le tri parmi les dons. Les gens de Langsa sont très enthousiastes pour aider les réfugiés étrangers qui sont arrivés ici. Un autre groupe d'étudiants est venu préparer des repas. D'autres encore consacrent leur temps à organiser des activités ludiques pour ces migrants éprouvés par leur longue errance en mer. Une solidarité qui détonne avec le rejet des pays voisins, la Thaïlande et la Malaisie. Ils ont refusé de laisser pénétrer sur leur sol ces centaines de Bangladais et de Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie. Les organisations humanitaires basées en Thaïlande tirent la sonnette d'alarme. Nous pouvons venir en aide aux personnes à Aceh et à d'autres endroits, y compris ici en Thaïlande, notamment à ceux qui sont arrivés ces dernières semaines. Et sans surprise, ils sont dans de très mauvaises conditions. Ces personnes nous ont même raconté qu'elles s'étaient battues à mort pour de la nourriture. Persécutés dans leur pays, les Rohingyas sont soutenus ici par la population à majorité musulmane. Plusieurs centaines d'entre eux ont accosté en Indonésie ces dernières semaines. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'activité minière péruvienne affronte ce lundi sa première grève générale illimitée de l'année. Le mouvement devrait être massif. Les grévistes se mobilisent contre un décret qui autorise des licenciements collectifs de mineurs. Ils souhaitent également que soient mieux contrôlées les entreprises locales de sous-traitance. Les minerais assurent 60% des exportations du pays. Fusillade meurtrière au Texas, 9 personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une violente bagarre entre au moins 3 bandes rivales de motards. Le drame a eu lieu à Waco, sur le parking d'un restaurant situé dans un centre commercial. La zone avait été bouclée par la police qui a précisé qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été blessé. Vous le voyez, atterrissage d'urgence d'un appareil militaire américain sur l'île d'Oahu à Hawaï. L'accident a causé la mort d'un marine. 21 personnes ont été blessées. L'Osprey MS-22 est un appareil qui, grâce à la rotation de ses moteurs, peut décoller à la verticale comme un hélicoptère et voler ensuite comme un avion. Il s'agissait d'un vol d'entraînement de routine et on ne connaît pas encore les causes du crash. Depuis 2007, 3 accidents mortels ont déjà impliqué l'Osprey MS-22. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Kerviel, l'ex-trader condamné à 5 ans de prison pour avoir trompé son employeur, la Société Générale, et fait perdre à la banque près de 50 milliards d'euros. À en croire le site d'information Mediapart, la direction de la banque était au courant des agissements de Jérôme Kerviel. Aujourd'hui, les défenseurs de l'ex-trader demandent une révision de son procès. Une bombe dans le dossier Kerviel. Elle est lancée par un personnage central de l'affaire, la commandante de police, qui a enquêté pendant 8 ans. Mediapart révèle quelques passages de son audition le mois dernier devant un juge. J'ai eu le sentiment d'avoir été instrumentalisé par la Société Générale. J'ai eu le sentiment, puis la certitude, que la hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait ignorer les positions prises par ce dernier. Jérôme Kerviel ne serait donc pas ce trader fou, solitaire, incontrôlable. L'enquêtrice l'affirme, la Société Générale aurait été parfaitement au courant qu'il engageait 50 milliards d'euros. La banque aurait tout fait pour dissimuler la vérité, des salariés dont on achète le silence, des cadres que l'on séquestre contre la promesse de ne rien divulguer. Ce à quoi on assiste, c'est quelque chose de sans précédent, quasiment dans les annales judiciaires. C'est-à-dire qu'un enquêteur se dit « je me suis trompé dans mon enquête, on m'a trompé dans mon enquête » et à partir de ce moment-là, revient sur les choses, revisite ce qu'il a fait et comprend qu'il a peut-être pris des mauvais chemins. Jugé seul responsable, Jérôme Kerviel a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il porte toujours un bracelet électronique. Aujourd'hui, son comité de soutien réclame une révision de son procès, mais pas seulement. La Société Générale a reçu 2 milliards d'euros en compensation des pertes
qu'elle avait subies, 2 milliards d'euros qui ont été versés par le fisc. C'est-à-dire 30 euros par Français, vous et moi, qui avons filé comme ça 30 euros sans justificatif à la banque. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la banque savait. Et donc, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'affaire Kerviel. Il y a une affaire Société Générale. Et si elle ne rembourse pas les 2 milliards d'euros qu'on n'aurait jamais dû lui verser, vous et moi, eh bien, c'est une affaire d'État. Dans un communiqué, la Société Générale s'étonne de ces révélations tardives. Des révélations qui pourraient peut-être justifier l'ouverture d'un nouveau procès. En attendant, l'Assemblée Générale de la Banque, prévue demain, s'annonce houleuse. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire Saker forme un pourvoi en cassation dans l'affaire Samaha. Il a été présenté devant la Cour de cassation militaire. Une délégation du courant aouniste en tournée auprès des leaders chrétiens. Objectif, présenter l'initiative du général Aoun pour mettre un terme à la vacance à la présidence de la République. Les frappes aériennes ont repris au Yémen après une trêve humanitaire de 5 jours. À Riyad, des discussions se poursuivent pour trouver une issue à la crise. Réunion à Bruxelles sur le naufrage des migrants. L'Union européenne lance une opération contre les passeurs de réfugiés en Méditerranée, un mois après un naufrage qui a fait 800 morts. Restez sur Futur TV, l'info continue. كانوا يحضرون لعملية اغتيال. المعادلة اختلفت.